il s'avère qu'il a parlé de mon travail. En parlant de mon travail, j'ai pu rencontrer Gims pour un de ses projets sur la route de Fès. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à être dans le monde des célébrités. Et à ce moment-là, j'ai commencé à dessiner des choses pour Gims. Comme ils sont tous un peu assez proches avec Diams et tout ça, ils ont parlé de mon travail. Et Diams, qui elle investissait au Maroc, construisait sa maison à ce moment-là, a décidé de me contacter. Parce que moi, après, mon histoire, c'est que voilà, mon père il est capverdien, ma mère elle est guyanaise, Brésil, ils se sont séparés très tôt et moi j'ai été élevé dans une famille kabyle depuis tout bébé. Ah ouais? Ouais, dans une famille d'accueil kabyle depuis tout bébé. Le problème, c'est que quand on voit quelqu'un de typé ou quelqu'un parce qu'il a une certaine croyance ou quoi, ben, c'est obligatoirement, il est dans la case, en bas. Quand j'ai commencé à rencontrer mon côté maternel, je suis allé rencontrer un de mes oncles et ses enfants qui habitaient à Montpellier. Et c'est en allant en vacances un été à Montpellier que j'ai découvert qu'en fait, ils faisaient ce qu'on appelait la prière. Il y a un truc que j'aime beaucoup, en tout cas que j'ai beaucoup appris de toi, c'est que tu ne t'es jamais mis dans la case du syndrome de l'imposteur. Ouais, tu vois, ouais. moi, je t'ai pas connu comme ça, en tout cas. En réalité, personne n'est personne et chacun est quelqu'un. Quand on comprend ça, on se concentre sur notre propre personne et on se rend compte que nous sommes notre propre fonds de commerce. Retrouvez dans mon podcast des parcours atypiques d'entrepreneurs intrépides qui ont su mettre leur petit grain de sel au moment opportun pour exhauster le goût de leur vie qui leur paraissait si fade. En fait, j'ai oublié de me présenter. Je suis le seul et l'unique, le chef Hassan. Il n'y en a pas deux comme moi, comme chaque invité de ce podcast. Salam alaikum, comment allez-vous? Je vous la fais à la Marrakchi parce qu'on est actuellement à Marrakech. Merci à vous de suivre MPGS, mon petit grain de sel. Aujourd'hui, c'est vraiment un frère que je vais vous présenter. Quelqu'un qui est rentré dans mon cœur et il y en a peu qui rentrent dedans. Pleure pas tout de suite. C'est un jeune homme dont j'ai suivi les pas à distance en regardant cette lumière qui pour moi était vraiment un frérot qui mettait en valeur l'excellence dans notre humanité. Je n'aime pas dire communauté, car on représente l'humanité aujourd'hui. Et artisan, artiste, génie, je ne sais pas comment on peut le cataloguer, mais c'est un petit gars qui vit comme il a envie et qui laisse aller ses idées comme elles veulent. Et il nous a sorti des pépites. Et moi, j'ai toujours regardé d'un œil distant jusqu'au jour où j'ai pu le rencontrer. Et après quelques années, quelques endroits où on s'est rencontrés dans le monde sans que ce soit calculé, on est devenus très proches. Et c'était pour moi une suite logique de l'inviter aujourd'hui sur le plateau de MPGS. Et il va nous expliquer comment il a mis son petit grain de sel à un moment de sa vie pour exhauster le goût et avoir de la saveur dans tout ce qu'il entreprend. Comment vas-tu, Manuel Volmar? Tout va bien. Ça va? Je te remercie. Eh ben, j'aimerais que tu te présentes déjà. Ok. Donc, Pas de souci. à toi le micro. Alors, moi, du coup, je m'appelle Manuel Volmar. Je suis un jeune à la base de Paris, donc de banlieue parisienne. D'où De banlieue parisienne. D'où À la base, moi, j'ai grandi à Montreuil. Ouais, 9-3, Et c'est tout ce que je voulais entendre. 9-3. Montreuil et ensuite Drancy. Et j'ai fait toutes mes études là-bas. Après tout ça, j'ai obtenu une place dans l'une des plus grandes écoles d'art appliqué de Paris, publique en plus. Donc vraiment, c'était la surprise totale. Mais bon, comme on a pu nous l'apprendre dans le 93, on n'a plus d'une flèche à son arc. Ouais. Et j'ai réussi à passer en fait entre les mailles du filet dans les quotas en fait de gens de banlieue, en envoyant des dossiers en dehors du processus normal. Et j'ai été pris comme 2 ou 3 comme moi par la directrice en mode vraiment en dehors de tout le process logique. Et pour moi, c'était une porte ouverte en fait vers un monde qui à la base m'était pas ouvert. Et c'est vrai que j'ai travaillé comme un fou. Donc j'étais quand même dans le 15e, vers Porte de Versailles. Donc c'était à peu près 2 heures de route aller, 2 heures de route retour. Et j'ai fait du coup comme ça 5 ans d'études où j'ai eu l'occasion d'intégrer la 2e école ensuite à République, qui était encore plus prestigieuse que la première pour le master. Et c'est là où en fait j'ai développé tout mon art et mon langage, en tout cas graphique et plastique. Aujourd'hui, j'ai une formation de graphiste, donc directeur artistique dans tout ce qui est print, graphisme. Et à côté, en master, j'ai pu développer tout mon travail d'objet, de design. Et c'est ce qui fait le pourquoi de mon installation aujourd'hui
sur le Maroc et ce petit grain de sel, en tout cas, que j'ai pu apporter à ma vie et qui fait qu'aujourd'hui, j'arrive à vivre de mon métier. Et, entre guillemets, j'aime pas utiliser ce mot-là, mais j'en ai pas d'autres, de mon hobby, plutôt que de dire passion. et vraiment, pour moi, c'est un réel plaisir. Donc, Bah, c'est mortel. Bah, un petit gars du 9-3, un peu comme moi, qui a redoublé d'efforts, qui a été pris dans les écoles où il voulait vivre son rêve. Donc, exact. ces écoles prestigieuses. Alors, la première, tu me dis comment ça s'appelait? La première, elle s'appelle Olivier de Serres. D'accord. Nsama Olivier de Serres. C'était où, ça, la première? C'est dans le 15e. Dans le 15e. À Convention, métro Convention. D'accord. Et la ensuite, deuxième, elle est à République. c'est quoi le nom? C'est l'école Dupéret, Essa Dupéret, collée au D'accord. carreau du Temple. Et du coup, c'est là où en fait j'ai fait tout mon parcours scolaire. Alors, moi, ça m'intrigue. J'aimerais savoir, parce que tu me dis, OK, école, beaux-arts, les arts, mais c'est quoi, tu sais, moi, comment je vois ça, c'est un peu ridicule. Mais ça se trouve que ce sera très je proche me de la vois, ouais, réalité. tu sais, que je vois que des mecs en salopette, façon bleu de travail, qui récupèrent des vieux frigos, qui récupèrent tu sais, du papier crépon et qui te font des... Mais tu sais qu'on n'est pas loin. Ah ouais. Moi, tu sais, quand je suis arrivé, j'ai été vraiment surpris parce que c'est des nouveaux codes, c'est une typologie de personnes qui est complètement différente de celle dans laquelle j'ai grandi. C'est une façon de parler qui est complètement différente aussi. Donc moi, en fait, quand je suis arrivé dans ces écoles-là, j'étais un ovni. J'étais quasiment le seul black de l'établissement. Ah ouais. Enfin, tu vois, c'est le seul musulman, le seul black, le seul tout le temps le seul, tu vois, Ah ouais. dans plein de trucs. Et c'est vrai qu'en fait, oui, tu as différentes sections. En fait, tu as une section qui va être produit. Donc, c'est eux qui vont commencer à dessiner des voitures, qui vont faire des choses hyper planifiées et tout. Tu D'accord. as des sections qui vont être plus autour du textile. Donc, eux, ils vont développer plus le travail de matière. La section graphisme, qui a été la mienne, où du coup, il y a 2 pôles. Il y a celui de la création de sites internet digital et une autre qui est beaucoup plus appliquée et beaucoup plus graphique. D'accord. Et tu as carrément même ceux qui font de la fresque, qui font des décors, qui font du vitrail, qui font du matériau de synthèse pour les films, les théâtres, les cinémas, où ils vont te faire des faux ventres de femmes enceintes, ils vont te faire des faux nez, ils vont te faire des faux animaux et tout ça. Et c'est vrai qu'en fait, dans cette école-là, c'est une multitude de styles, de délires. Moi, j'ai été spectateur quasiment pendant les 4 là, tu vois, quand tu m'expliques ça, je vois un peu ton job, un peu dans tous les sens où tu parles. J'ai l'impression que tu as été le mec qui est arrivé dans, c'est un peu comme Charlie et la chocolaterie, qui est arrivé dans cette usine à idées et qui a dit attends, je peux pas que me spécialiser dans un truc, faut que je regarde. Parce que là, je connais ton travail. Faut que je regarde un peu. de tout. Donc en fait, c'est ça en fait. Ouais, tout m'a inspiré. J'allais dans tous les ateliers. J'étais carrément devenu un des responsables du BDE parce que je faisais des choses pour les élèves, tout ça. J'étais devenu un peu la mascotte de l'établissement. À cette époque-là, carrément, je faisais des percussions. J'étais chef de batucada, de rythme. Ah, les dossiers. On a tout fait, ouais, les gros dossiers. Elles sont les photos. Et, ouais, il y en a en plus. Et franchement, ouais, c'était un nouveau monde. J'entrais à chaque fois tous les matins à 8h dans un nouveau monde. D'accord. Et je ressortais même des fois à des 22h, tellement qu'en fait, cette école, c'est devenu chez moi. Ouais, tu vois. T'étais Ouais. vraiment dans ce que tu voulais, en fait. Exactement. Et après, c'est vrai que, tu vois, tout ce que tu vois à la télé, au début, la première année, on nous imposait carrément des cours de nu et tout, tu vois. Ah ouais. C'est vraiment comme dans les films à l'américaine. Voilà. On va sauter cette étape-là. Nous sommes dans une émission pour tout public. C'était vraiment le stéréotype de ce que je voyais dans les films, tu vois. Et après, tu ouais. choisissais tes spécialités. Mais voilà, faut savoir que c'est des études qui sont C'est là hyper que ça larges. m'intéresse. Ouais. Comment? Parce que moi, aujourd'hui, je te connais vraiment sur tout ce qui va être des pièces artistiques pour donner une âme aux maisons. Exact. Voilà, moi, je t'ai connu sur certains projets qui ont fait parler, dont la Villa M. Donc c'était vraiment exactement. le projet, moi, que j'ai vu, ce que je vis à Marrakech, où on venait. Alors, moi, je t'ai connu dans une autre. C'était avec un ami voisin qui ramenait sa fille chez toi à l'époque. Tout à fait. Pour faire des cours de Coran avec ta famille. Et ça, et moi, je me dis, d'accord. Après, là, on me dit, bon, bah, le petit frère, il est chaud. Il fait des trucs, tu vois, quand je vois des trucs, dès que j'entre dans une maison, un endroit, je vois un truc, je pense à toi, tu vois. Et là, je me mets à regarder, je dis, purée, il est fort, le petit frérot, ça fait plaisir aussi. Alors, comment tu t'es porté vers ce choix après, je sais que tu fais un peu tout, mais d'embellir et d'enjoliver les maisons? Bah, je pense que c'est une préoccupation qui est là depuis toujours. Parce que moi, après, mon histoire, c'est que voilà, mon père, il est capverdien. Ma mère, elle est guyanaise, Brésil. Ils se sont séparés très tôt. Et moi, j'ai été élevé dans une famille kabyle depuis tout bébé. Ah ouais, Ouais, dans une famille d'accueil kabyle depuis tout bébé. Et de laquelle, en fait,
on n'est jamais T'as un parti. peu des aides alors, comme Ouais, moi. complètement. Papa, Exactement. Ah, oui, Et du on coup, en s'entend fait, j'ai bien. été baigné dans ces traditions. Alors et là, ces coutumes. excuse-moi, je m'arrête sur ça parce que c'est vrai que c'est des choses intimes, mais on n'a pas très, très souvent parlé. C'est-à-dire, à quel âge tu te retrouves dans cette À famille? l'âge de 6 mois. J'étais tout bébé. Ah ouais, bébé. Ouais, tout bébé, avec mon grand frère. Donc, tu es placé avec ton grand frère dans cette famille donc une Exactement. famille d'accueil. Ouais. Et alors, Et en fait, on a jusqu'à eu... quel âge Bah, en fait, on n'est jamais parti. Donc, c'est comme tes deuxièmes parents, ouais, en fait. ouais, exactement. Moi, j'explique mon arbre généalogique. En gros, il est basé sur 2 troncs. J'ai celui de mes parents biologiques et j'ai celui de cette famille kabyle qui, sans eux, on ne serait jamais devenu ce qu'on est aujourd'hui. Et c'est pour ça que j'en suis encore reconnaissant. Et je pense que le fait de le dire, c'est même pas suffisant. Mais en fait, on a pu tout avoir. On a pu partir en vacances partout. On a pu avoir tous les outils qu'on avait besoin, ordinateur, appareil photo, téléphone. Moi, en plus, je travaillais bien à l'école. J'étais un peu perturbateur, mais j'avais des bonnes notes et j'étais hyper sérieux. Et du coup, derrière, en fait, ils m'ont toujours soutenu, que ce soit sur le point émotionnel, que financier, que tout. Et c'est à quel âge qu'est arrivé le moment où on t'explique? Eh ben, en fait, je pense que... C'est ton grand frère qui t'a expliqué? Non, même pas. Je pense qu'on l'a toujours su. D'accord. En fait, tu vois, on est 2 Renois au milieu d'une famille où il y a que des Blancs. À un moment donné, en fait, c'est... En grandissant, tu le comprends. Et ils ne se sont jamais... Il n'y a jamais une discussion pour expliquer? Jamais. Mais je sais que maintenant, tu es quand même proche de ta famille capverdienne. Ouais. Je t'entends tout souvent, tu me dis, j'ai un petit frère, j'ai toujours eu ce côté alors, très c'est à quel moment où tu es revenu, tu as cherché? Alors en fait, en réfléchissant bien, ce qui s'est passé, pour faire un petit flashback, c'est vrai que quand on était tout petit, on l'appelle Tata. C'est comme notre mère, mais on l'appelle Tata parce qu'ils ont toujours voulu qu'on les appelle comme ça pour pas prendre la place de nos vrais parents. Mais qu'est-ce qu'ils m'ont dit? Ils nous ont dit que quand on était petit, on disait papa, maman, instinctivement, tu vois. Et qu'au fur et à mesure, ils nous ont appris à dire tata et tonton. Et du coup, on est sorti de ce cadre. Et je pense que c'est ce qui nous a aussi aidé à comprendre que c'était pas nos parents. Mais en fait, ils nous apportaient tellement tout ce qu'un parent peut donner à un enfant qu'en fait, on n'a jamais ressenti ce manque. Tu vois, c'est très étrange. On a tellement été acceptés dans la famille, étant donné qu'on arrive aussi tout petit, qu'en fait, il n'y a jamais eu de différence, même avec leurs propres enfants. Alors qu'il y a des histoires en famille d'accueil où on sait que c'est pas hyper simple à vivre. Et du coup, en grandissant, tout de suite, on m'a inscrit dans des écoles de dessin de la ville parce que j'adorais dessiner. C'était quelque chose que j'aimais énormément. Et ils avaient tout de suite cerné. Et moi, j'étais dans cette demande-là aussi. Et en fait, moi, j'étais un enfant qui faisait tout. C'est-à-dire que je voulais faire du tennis, de la natation, aller au conservatoire, faire du dessin. Tu vois, je m'arrêtais pas de l'athlétisme. Et je pense que j'étais un peu hyperactif, mais genre, il fallait vraiment que je fasse plein de choses. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, à mon avis, tu vois, j'en suis... Et c'est à quel âge tu te retournes vers le Cap-Vert? Parce que je sais que tu as un lien maintenant. Ouais, bien sûr. Le Cap-Vert, en fait, on a rencontré, je pense, notre père vers l'âge de 8 ans. Ça a été le premier, lui, en tout cas, à se déclarer, à revenir. Il nous a toujours cherché. Il a toujours voulu avoir de nos nouvelles, mais c'était un peu compliqué. Lui, c'est un immigré. Il est arrivé, je crois, à l'âge de 25 ans en France. Et il a tout de suite travaillé très dur. Et notre père, en fait, il nous prenait tous les week-ends. Donc, en fait, ce qui était étrange, c'est que, on avait le côté de notre mère qu'on a découvert, je crois, vers l'âge de 12 ans. D'accord. Donc, du côté Guyane, très proche du Brésil, de cette culture-là. Mais assez francisé aussi. On avait cette culture kabyle, donc un peu arabe, à l'oriental, tu vois, mais où on avait notre super petit déjeuner avec nos petits gâteaux et nos madeleines et notre jus d'orange. Et le week-end, on allait en safari. Ça veut dire que là, c'était Pierre Fitztin, en plein dans la cité, alors que nous, on était en pavillon, tu vois, à Drancy. Et l'Afrique, où là, du coup, on se dit, ah ouais, on est africain, tu vois. Et on le comprenait vraiment parce que beaucoup de monde à la maison, les grands plats de riz, le poulet, les petits frères qu'on découvre. Parce qu'en fait, il s'avère que notre père, il s'est remarié et il a eu plusieurs enfants. Donc aujourd'hui, on est 11. Oui, je sais, parce que des fois, tu parles avec tes petits frères et tout. Tu me dis, et moi, en fait, ce côté famille, que mon grand frère, par exemple, a beaucoup moins, j'ai toujours voulu l'entretenir. Tu vois, et ça crée des liens avec ce que j'ai créé aussi au Maroc maintenant. Et les relations, en tout cas, que j'ai construites. Mais j'ai toujours eu besoin d'avoir ce sentiment d'être connecté à ma famille tout le temps. Tu vois, même sans qu'eux cherchent vraiment à avoir de nos nouvelles. Tout à ton voilà. Et en fait, j'allais carrément au Cap-Vert après, vers l'âge de 16-17 ans, où je suis allé rencontrer mes petits frères qui nous attendaient
avec des yeux pleins d'amour là-bas. Et c'est vrai que j'ai toujours voulu être le trait d'union, en tout cas, entre ma famille kabyle, la famille du côté de ma mère, la famille du côté de mon père. Et la Guyane, t'as fait ou pas encore? Et la Guyane, non, j'ai pas eu l'occasion de le faire. J'ai fait le Brésil, mais j'ai pas fait la Guyane. Et voilà. Ah ben, Inch'Allah, la Guyane, bientôt. Ouais, bientôt. Alors, on revient maintenant à ton art. Et ce projet, c'était quoi alors? Villa M, c'était ça le concept? Ouais, alors, moi, c'est comme ça que je t'ai connu, en tout cas, sur les réseaux. Exactement. Alors, en fait, pour être plus clair, moi, j'avais un de mes meilleurs amis à La Courneuve où j'ai habité à un moment donné dans un studio à côté de la gare et tout. C'est à ce moment-là où j'allais en école d'art et j'avais besoin d'être proche de la gare et d'avoir un peu mon autonomie. Parce que j'en mettais un peu partout à la maison. C'était un peu compliqué. Et du coup, lui, il a été très proche, en fait, de la famille de Gims. D'accord. De Bilal, de Gims. D'accord. Et du coup, il s'avère que il a parlé de mon travail. En parlant de mon travail, on a fait quelques échantillonnages, quelques objets. Moi, j'ai pu rencontrer Gims pour un de ses projets sur la route de Fès. Et ça remonte à il y a peut-être 5-6 ans maintenant. D'accord. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à être, en tout cas, dans le monde des célébrités. D'accord. Voilà. Et puis Où en il plus, commençait à investir au Maroc. D'accord. C'était le départ, tu vois. Et à ce moment-là, j'ai commencé à dessiner des choses pour Gims. Et il s'avère que dans les discussions, comme ils sont tous un peu assez proches avec Diams et tout ça, ils ont parlé de mon travail. Et Diams, qui, elle, investissait au Maroc et construisait sa maison à ce moment-là, a décidé de me contacter et a pris mon contact. D'accord. Donc un jour, je reçois un message sur WhatsApp, sur Instagram, et je me dis, je pense que c'est une blague et c'est sûrement un faux compte d'une des fans qui me demande... voilà. En fait, non. Il s'avère que ce fut vraiment la vraie Diams derrière le compte qui me demandait, du coup, si c'était possible que je puisse l'accompagner et la rencontrer pour son projet de maison. D'accord, top. Voilà, et c'est ce qu'on a fait. Donc on a dessiné toute la maison en 3D, on a écouté ses choix, ses goûts, on a fait évoluer les choses. Donc à ce moment-là, on est devenus assez proches. On évoluait un peu comme une famille parce qu'en fait, on se voyait quasiment tous les jours. Moi, ça m'a permis de comprendre le personnage duquel j'étais pas du tout connecté quand j'étais jeune. D'accord. Bien sûr, j'ai entendu ses chansons et tout ça, mais j'étais pas du tout un adepte ou autre. Pas du tout. Et du coup, c'est vrai que pour moi, en fait, le fait de la rencontrer, pour beaucoup de Français, ça aurait été un truc de dingue. Mais je pense qu'aussi le fait de venir au Maroc et à Marrakech et d'avoir les pieds dans la réalité, dans la vraie vie, ce que j'appelle la vraie vie, avec les vrais problèmes et les vraies préoccupations, en fait, ça nous détache. Même eux, je pense qu'ils viennent ici parce qu'ils ne sont pas acculés de commentaires et arrêtés toutes les 5 minutes dans la rue parce qu'ils arrivent à vivre une vraie vie. Marrakech est cette ville qui donne un peu cette liberté. Exactement. Ce fait de se sentir respirer, où personne, comme tu as dit, va te sauter dessus, Tout à fait. que ce soit des fans ou bien des gens qui voilà, ou aussi tu peux vivre pleinement aussi ta religion, Exact. comme tu as envie de vivre, hein, peu Tout à importe fait. ton choix de religion ou de vie, où personne ne va te casser la tête. Et c'est vrai, donc bon, ce sont aussi des gens que je connais très bien et dont j'ai été proche à une période, et encore aujourd'hui, en tout cas un grand salam à eux et à Fawzi. Et moi, quand je vois ton travail, moi, je suis content. Moi, voilà, je suis quelqu'un, je suis comme ça, se dire, je vois... Parce que moi, je me remémore de cette histoire de mon ami qui ramène donc sa fille chez toi pour apprendre de l'arabe et du Coran. Et je me dis, et là, on a un frère qui est artiste, qui est dans un projet avec une sœur, qu'on connaît tous le parcours. Et moi, j'aime ces émulsions, tu vois, ce fait de... Et moi, j'aime quand ça touche l'excellence. Et alors là, Et c'est on surprenant regarde, aussi. Bien sûr, c'est surprenant. Et là, on regarde, et là, j'apprends à connaître la touche Manuel Volmar. C'est-à-dire, tu sais, tu fais des choses assez atypiques. En fait, moi, je connais aussi l'art de la dinanderie locale et je vois ce que tu en fais. Donc, l'art de la dinanderie, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'art autour du cuivre. Et je vois ce que tu en fais. Et là, alors, il y a ce projet, la Villa M. Exact. Je pense qu'il est un tremplin assez intéressant pour toi. Ouais, ça a été super intéressant. C'était la première fois qu'on avait l'occasion de faire une villa complète, tu vois, vraiment, où on ne me demandait pas juste un luminaire ou un canapé ou un revêtement mural. On me demandait vraiment de penser toute la maison. Donc, bien évidemment, avec les contraintes et les choix et les goûts du client qui est en face. Mais c'était un super beau projet. Il y a eu pas mal d'articles.
On a été pas mal contacté par les journalistes et tout ça. Et ça a même débouché sur un projet, je pense, au final. Non, vous vouliez faire un projet. Oui, ouais. Bah, en fait, à cette époque-là, une fois qu'on a eu fini la maison, ils m'ont proposé, Diams et son mari, dans l'idée que eux voulaient vraiment s'installer sur le Maroc, de penser une espèce d'agence d'archi, parce C'est Home by Mel, c'était ça, non? elle étudiait D'accord. l'architecture en même temps, en parallèle, et elle voulait qu'on puisse monter comme ça une team sur un projet comme ça ici au Maroc. Bon, après, ils ont eu plusieurs directions à prendre. Elle a eu son film Netflix, qui lui a pris beaucoup de temps. Après, il y a eu une décision de retourner peut-être vivre... Prime Video. Ouais, Prime Video, Ouais. d'accord. Je veux pas de problème avec Netflix. Ok, je On sais arrive pas. Netflix, vous inquiétez D'accord. pas. Surprise. Et du coup, oui, en fait, c'est des personnalités aussi. Oui, bien qui ont sûr, un du train de jour au vie. lendemain. Voilà, les choses peuvent bouger, les choses peuvent changer. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, on n'a pas continué. Mais D'accord. derrière moi, après, Inch'Allah, rien n'est. Voilà. Bon, en tout cas, ça, c'était une petite parenthèse moi, que j'aime beaucoup. Et moi, j'aime l'excellence. Tu sais, aujourd'hui, malheureusement, les jeunes de banlieue, on est mis dans certaines cases. Et moi, je suis quelqu'un qui me bat. Et on se met aussi, je pense. Ouais, dans on se met dans certaines une case, exactement. Parce que moi, il n'y a personne qui croyait en mon travail. Voilà, hein, on tu est vois, souvent. quand, Voilà, après, alors moi, je ne te mets pas dans la case du. Il y a un truc que j'aime beaucoup, en tout cas, que j'ai beaucoup appris de toi, c'est que tu ne t'es jamais mis dans la case du syndrome de l'imposteur. Ouais, tu ça, vois. ouais. Moi, je ne t'ai pas connu comme ça, en tout cas. Mm. Et sache que ça influe sur tes frères et ça donne force à croire en ce qu'on fait. Exactement. Maintenant, aujourd'hui, le problème, c'est que quand on voit quelqu'un de typé ou quelqu'un parce qu'il a une certaine croyance ou quoi, ben, c'est obligatoirement, il est dans la case voilà, en bas. Ouais. Alors qu'en réalité, nous sommes des personnes qui avons dû redoubler d'efforts et on flirte avec les sommets, le succès et surtout avec l'excellence. Et nous faisons partie des élites, que les gens le veuillent ou pas, que les gens critiquent ou pas. Et aujourd'hui, je le dis avec un âge assez... Voilà, aujourd'hui, voilà, on est... Je dépasse la quarantaine, hein, pour m'en rendre compte, et surtout par expérience. Et aujourd'hui, je sais que toi, tu es dans une excellence, et aujourd'hui, ça fait plaisir. Alors là, maintenant, je vais ouvrir un passage qui, je pense, moi, on a eu un peu la réponse, mais aussi qui m'intéresse, et que j'aimerais que tu en parles, parce que je sais à quel point c'est important pour toi. Ça a été, je ne sais pas comment dire, si on peut appeler ça une conversion ou une reconversion à l'islam, parce que je ne sais pas comment tu as grandi, comment c'était dans cette famille kabyle, mais où t'es venu le déclic? Parce que, machallah, moi, je veux que tu m'en parles, parce que je sais l'importance que ça a dans ta vie, comment ça dirige ta vie, et comment tu fais des efforts pour ça. Et comment ça s'est passé? Bah, honnêtement, comment ça s'est passé? Je pense que ça s'est fait assez naturellement, dans l'idée où... quand bien même la famille dans laquelle on a été éduqué n'ont absolument pas voulu imposer quoi que ce soit, je pense qu'il y avait un savoir-vivre, des valeurs qui font partie de notre religion aujourd'hui et qui nous ont été transmises en fait depuis bébé et dans notre éducation. Donc ça, qu'on le veuille ou non, c'était là. Et je le vois maintenant chez ma tata, chez mon tonton. Toutes les valeurs qu'ils ont pu nous donner, c'est celles avec lesquelles on avance aujourd'hui. C'est les outils qu'ils nous ont mis entre les mains. Et en réalité, on ne s'est jamais vraiment posé la question, mais on a été dans le stéréotype de se dire « Ouais, on est musulman, mais à la base, en fait, on ne sait pas vraiment c'est quoi l'islam, qu'est-ce que c'est, on ne pratique pas. » Moi, je ne savais même pas qu'il y avait la prière qui était imposée dans notre religion et qui faisait partie des piliers de l'islam et tout ça. Donc, en fait, on était plus des musulmans de nom. Mais quand je te dis ça, on avait 14-15 ans. Ouais. Tu vois, donc on faisait le ramadan et pour nous, c'était déjà le bout du monde. Ouais. Tu vois. Bah, en fait, on a eu le même parcours. Parce que Ouais, moi aussi, je pense. Moi, j'ai découvert vraiment l'islam et j'ai pratiqué l'islam par la prière à l'âge de 18 ans. Voilà. Donc en réalité, voilà, on était des musulmans en suivant ce qui se passe à la maison, on va dire. Exact. Et c'est quand le déclic où tu te mets à franchir le pas dans la pratique. Le plus impressionnant, c'est qu'en fait, on s'attendrait à ce que ce soit à ma découverte avec le Maroc ou soit à travers ma famille d'accueil kabyle. En fait, pas du tout. Quand j'ai commencé à rencontrer mon côté maternel, du côté de ma mère, donc du côté Guyane, je suis allé rencontrer un de mes oncles et ses enfants qui habitaient à Montpellier. Et c'est en allant en vacances un été à Montpellier que j'ai découvert qu'en fait, ils faisaient ce qu'on appelait la prière. Ah, ce sont des Guyanais musulmans? Ouais. En fait, j'ai découvert qu'en fait, j'avais un de mes oncles maternels qui s'était converti à l'islam et qui était vachement investi dans la prière. Et c'est là, chez lui, qu'en fait, on a appris à prier. Ah ouais. Tu vois?
Et c'est à partir du moment où j'ai appris à prier et que j'ai compris l'apaisement aussi que ça me procurait, qu'à l'âge de 17 ans, je me suis mis à la prière et qu'avec mon grand frère, on n'a jamais arrêté après. Donc après, je te passe les détails de mon parcours en école d'art où il fallait se cacher pour prier, ou quand tu reviens avec un peu d'eau au niveau des bras, avec l'eau d'eau. Mais Manuel, vous étiez où? Vous avez pris une douche? Ou les vendredis, il faut un peu s'échapper pour essayer d'aller à la mosquée la plus proche et tout. C'était le parcours du combattant. Mais je pense que ça forge, en fait, tu vois, de se dire que voilà, les autres, en école d'art, ils allaient prendre 10 minutes de pause clope. Et c'était normal. Moi, j'allais pas boire du vin chaud 3 fois dans la journée. Je prenais 3 minutes, je faisais mes ablutions, j'allais dans une salle vide, je faisais ma prière et je retournais au travail. Tu vois? Et encore, c'était une époque où, on va dire, c'était un peu plus simple. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, en tout cas, nous, on a le bonheur de vivre en pays musulman où on peut vivre notre culte librement. Mais pour voyager beaucoup comme toi, dans d'autres pays, notamment la France, c'est devenu très compliqué. Ah ouais. Et en tout cas, une grande force à tous ces personnes qui veulent vivre leurs croyances et qui redoublent d'efforts. Et je leur souhaite vraiment de trouver l'apaisement et l'endroit où ils pourront pratiquer le meilleur. Alors après, donc là, Montpellier, ok, mais d'accord, tu découvres l'islam, tu te mets à prier. Mais je sais que tu es un mec qui ne fait pas les choses à moitié. Alors, comment tu franchis le pas d'aller apprendre plus? Tu as appris plus. Ouais, j'ai appris plus. Pourquoi? Parce qu'en fait, un jour, j'ai mon frère qui me parle d'un stage, d'une session pour apprendre à écrire et à lire l'arabe au Maroc. Ok. Tu vois? Et à la base, ça a été fait par deux, je crois, qui faisaient partie du groupe section d'assaut à l'époque. À l'époque, ça s'appelait Kalam Voyage. Exactement. Abdelkarim, salam alaikum. C'était le fan. Moi, je me souviens de cette période-là. Exactement. Et à cette époque-là, mon frère, il me dit, ouais, Manu, est-ce que ça te dit qu'on passe 2 mois au Maroc? Moi, je le regarde un peu de travers en lui disant mais t'es sérieux, nous, on est toujours allés à Cannes et au Cap d'Agde en famille. À quelle heure, en fait, on va aller au Maroc pendant 2 mois? En plus, il fallait que je sorte 1200 € de ma poche. Alors, tu sais, dans mon statut d'étudiant et tout, je me disais, attends, quand même, le Cap d'Agde avec ma famille, avec tata et tonton, c'est mieux quand même, peut-être. Et en fait, il m'a convaincu. Et je lui ai dit, vas-y, je vais pas le laisser partir tout seul. Et on va y aller. Et en fait, c'était un stage intensif de 2 mois pour apprendre à lire et écrire l'arabe. Et moi, comme je venais à peine d'intégrer cette école où j'apprenais le graphisme, la calligraphie, tout ça, en fait, ça se connectait. Je me suis dit, je vais en profiter pour découvrir le pays et peut-être que ça va m'apporter une plus-value pour la rentrée et pour ce que je vais apprendre après en classe, tu vois, là-bas à Paris. D'accord. Et du coup, on est venu. On s'est installé à M. Hamid, à côté de l'aéroport. Magnifique. Dans un petit appartement. On était 3-4. C'était quoi, 2013? Ouais, 2013, exactement. Cagnard de folie quand tu sors de l'aéroport. Ouais. Tu sors, on avait des cours, on commençait à 6h du matin, on terminait à 15h. Et c'était comme ça tous les jours, dans un quartier hyper populaire où il y a des enfants partout, des familles partout. C'était le quartier, marché, si je ne trompe pas. Ma'atallah. Avec la mosquée au milieu du souk. Ouais. Tu vois? Et en fait, moi, ça a été une révélation pour moi. J'ai eu l'impression que mon cœur, en fait, c'était une description incompréhensible. Ça veut dire que j'ai mis les pieds à Marrakech, je suis arrivé dans ce quartier et j'ai compris qu'en fait, j'allais, 6-7 ans après, m'installer et être là. Tu vois? C'était incroyable la sensation que j'avais. Et bizarrement, mon frère, sensation complètement différente, acculé par la chaleur, qu'avec une hâte, c'est que ces 2 mois se terminent. Tu vois? Et alors que moi, j'étais là à parler avec tous les enfants, à essayer de les comprendre, à aller au marché, à tout ça. Et lui, beaucoup moins. Voilà. Je me souviens très bien de cette période, parce qu'il y a beaucoup de frères qui ont profité de cette période. Et vraiment, j'espère que, en tout cas, qu'Abdelkarim et son équipe qui avaient monté ce projet Kalam Voyage en récoltent les fruits. Parce que vraiment, ils ont fait beaucoup de bien. Parce que même moi, c'est dans ce cadre-là que je me suis retrouvé à la même période que toi. C'est pour ça que je t'ai dit 2013. Incroyable. Parce que je me suis retrouvé à la même période pour un frérot, Omar, il se reconnaîtra, qui était associé avec Abdelkarim, le Fa, pour lancer un projet qui s'appelait Arroz Express, à Ma'atallah, qui était un petit corner où ils vendaient du riz façon tiep, yassa, etc. Et j'ai pu voir. Et j'ai aimé. Tu sais que c'était une des causes, moi qui vivais à cette époque-là où j'ai fait 7 ans en Algérie, qui a été le quartier de Mohamed à Marrakech,
a vraiment quelque chose. Tu sais, moi, souvent, j'en parle avec ma femme ou avec des gens, je leur dis, si je pouvais revenir vivre à Mahamid, j'aimerais trop. Il y a un truc là-bas qui est populaire, propre, bon voisinage, la foi, on la sent là-bas. On sent la sunna, on sent la foi, on sent ces mosquées, il y a des ces vraies gens, en fait, il y a des valeurs. les valeurs de l'islam, elles sont là. Le savoir-vivre, il est là. Les familles avec lesquelles tu partages C'est des magnifique, moments ouais. incroyables, parce qu'en fait, tout est là. C'est-à-dire qu'on ne se contente pas juste d'utiliser des termes qui sont propres à notre religion, on les vit, Exactement. tu vois. Et c'est là, en fait, toute la différence. Et c'est pourquoi moi, je suis revenu maintenant. D'accord, je comprends depuis mieux. quelques mois. Ça, je savais C'est pas. pour ça que je suis revenu à Mohamed. Alors que j'ai fait la Médina, j'ai été proche de la zone industrielle à Marrakech, j'ai vécu en villa, j'ai vécu en Riyad, j'ai vécu partout en fait ici à Marrakech. Et là, tu es revenu. Et là, je suis revenu à la source. Et alors, donc, tu fais ce cursus, tu apprends l'arabe et à le lire et à l'écrire. Et après, il y a. Et où tu. Alors, tu rentres en France ou c'est où que tu. Non, je rentre. Je suis rentré pour mes études. Et tu continues ton apprentissage. En fait, je suis rentré à Paris et c'est là où, en fait, cette période de ma vie, elle est hyper drôle parce que je suis à la fois dans une envie de piété et tout ça, où j'ai trouvé un apaisement dans un pays que je connaissais pas. J'arrive dans une école d'art où c'est la folie en termes de style, de genre. Tu vois, du coup, en fait, je suis dans un espèce de melting pot, mais qui me permet à moi aussi, aujourd'hui et même avant, dans ce process, en fait, d'accepter tout le monde et de comprendre, entre guillemets, tout le monde, de comprendre les choix et les envies de chacun, ou en tout cas de les respecter, même si des fois je ne vais pas les comprendre. Mais en tout cas, c'est une formation et, entre guillemets, une double formation entre ce que je vivais au Maroc et ce que je vivais dans ces écoles-là, qui m'ont permis de grandir et d'élargir en tout cas mon champ de pensée et de comprendre beaucoup plus les gens qui m'entouraient et le monde dans lequel je vivais. Ce qu'il faut savoir, c'est que pendant toutes les vacances scolaires, quand j'étais étudiant en école d'art appliqué à Paris, toutes les vacances scolaires, sans exception, j'avais mon billet pour Marrakech pour 2 semaines. Ah ouais. Donc je partais à la Toussaint, à Noël, tout le temps. Tout le temps, tu venais à Marrakech. Je rentrais à Marrakech et j'avais rencontré des petites familles qui m'accueillaient chez eux, dans lesquelles je vivais. Donc je payais pas de loyer et tout, j'avais pas cet argent. T'es fort sur ça. Ouais. Ouais. Je l'ai vu dans l'adaptation, on va dire, t'es très sociable et les gens t'acceptent rapidement. Ils m'ont ouvert des portes de maison où en fait ils ont leurs filles, ils ont leurs femmes. Donc même pour moi c'était hyper étonnant. Ouais, tu vois. Ils m'accordent une véritable confiance. Donc du coup je vivais des vraies vies de famille pendant les 2 semaines. J'apprenais aussi à comprendre l'artisanat, les codes et tout ça. Et en fait quand je rentrais à Paris dans mes écoles, en fait je ramenais des échantillonnages. T'appliquais en fait. J'appliquais, je comprenais des choses. Je comprenais que j'avais maintenant une espèce de double culture, une qui était vraiment la mienne et une que j'avais adoptée. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est là où, en fait, dans tout mon parcours, j'ai compris qu'il y avait une vraie connexion avec mon histoire de vie, où, en fait, moi-même, je suis un peu un déraciné. Et le fait d'avoir été, entre guillemets, adopté, ça m'a permis aussi à moi d'avoir peut-être, au fond, dans mon ADN, cette faculté de bouger d'endroit à endroit, d'être accepté dans une famille qui, initialement, n'est pas la mienne, tu vois, et d'y apprendre ces codes, d'en prendre ce que moi, j'ai envie, tu vois, et d'avancer après et de faire ma propre route. Ensuite, c'est quoi? Tu as des diplômes? Tu passes des diplômes? Tout à fait. Du coup, en fait, je suis pris dans cette première école. J'ai ma prépa, donc je suis pris. Et en plus, avec des commentaires où, franchement, ça m'a quasiment fait pleurer, tu vois, pendant les conseils de classe, où ils disaient on veut plus de jeunes comme Manuel Volmar, qui viennent de banlieue, mais qui sont passionnés. On en a marre d'avoir des 17 et des 18 sur 20, mais en fait, qui n'ont aucune connexion avec les études dans lesquelles ils sont rentrés. Donc, pour moi, c'était, tu vois, un vrai... Bien sûr, voilà. Et derrière, en fait, du coup, j'ai mon BTS en graphisme. Ensuite, je passe une année en plus avec la prépa, ça fait une licence. Donc, une fois que j'ai ma licence, je demande la 2e école sur le conseil d'un de mes professeurs qui m'appréciait énormément. Et elle m'apprécie, elle s'appelle Anne Barois. Je m'en rappelle encore aujourd'hui. Merci Anne Barois. Merci Anne Barois. Et elle m'a dit, Manuel, tente cette école. Ça fait 7 ans qu'il n'y a personne de notre école qui a été pris chez eux. Ouais. C'est la 2e à République? Ouais, à République. Mais vraiment, vas-y. Et moi, je me suis dit, mais je ne vais jamais être pris. Tu vois? Donc, j'y vais, concours, entretien, oral, t'envoies des planches, il y a des présélections. Déjà, il faut savoir que dans la première école, on était 4000 à demander l'école. Et à la fin, ils en ont pris 1350. Je me rappelle encore du chiffre. Tu vois?
Dans les 1350, on a été, je crois, une centaine à demander l'école, la deuxième dans laquelle j'ai été prise. Mais au total, il devait être aussi 3 ou 4 000 qui avaient demandé dans toute école confondue et internationale. Parce que dans cette école-là, il faut savoir que tu avais des Chinois, tu avais des Japonais, tu avais des Américains. Tu vois, D'accord, c'était ouvert à tous les cursus. C'est une école à référence internationale. Voilà, mais il fallait venir d'une école d'art pour la demander, D'accord. pour demander le master. Et donc là, après, tu as ta licence, tu rentres là-bas après. Voilà, j'ai été sélectionné. Et tu fais combien de temps là-bas? Et j'ai fait 2 ans. D'accord, ok. 2 et là, ans de tu master. arrives à quel diplôme ça après là? C'est un master. C'est un master. Master 4, okay. ouais. Ok, donc master 4. Voilà. Et là, après, tu décides de voler de tes propres ailes. Et là, retourner dans l'endroit où j'ai ton fait cœur était mon resté. stage. On devait faire un stage pendant les 2 ans. Ouais. J'ai décidé de le faire au Maroc. D'accord. Et j'avais là où tu m'emmenais. Voilà. Et Ok. j'avais déjà acheté ma moto, ma petite mobilette, en me disant j'en aurais besoin. J'avais appelé mon père, je lui ai dit papa, s'il te plaît, fais-moi un virement de 600 euros. Je veux m'acheter une petite mobilette pour circuler. J'achète ma mobilette, je fais mon stage de 2 mois ici. Je comprends encore plus où j'ai envie d'aller, ce que je veux faire, donc me diriger moins vers le graphisme, mais plus vers l'objet. Ouais. Et derrière, à la fin de mes études, je prends mon diplôme, qui a été très difficile. Parce que, en fait, autant les études, elles n'ont pas été simples, autant, en fait, là, on allait dans une autre sphère. La première école, c'était vraiment un délire où, tu sais, un peu hippie, tout le monde est super bien ensemble, il n'y a pas de critique, il n'y a pas de tout ça. La deuxième école, c'était hyper élitiste. C'est-à-dire qu'on nous disait qu'on avait été pris, on a été 20 à être pris sur les 3000 qui avaient demandé l'école. On a été 20 et ils nous ont dit qu'en fait, on était l'élite parisienne dans notre domaine. Tu vois ? Et donc l'élite internationale. Et du coup, l'élite internationale. D'accord. Et derrière, en fait, il y a des gens qui travaillent aujourd'hui pour Chanel, pour Dior, pour Lacoste, pour des très très grosses marques de luxe en termes de mobilier, etc. Et en fait, c'était confondu. Ils étaient très connus pour la mode, surtout. Et du coup, beaucoup de textiles et beaucoup de créateurs de vêtements aussi sortaient de ces écoles-là. On faisait beaucoup de très beaux partenariats. Et en fait, c'était la compétition. Et on n'était qu'avec des fils d'eux. Et il n'y avait que de la bourgeoisie. Et il n'y avait que des petits coups en sous-marin où on te vole tes dossiers, on te casse tes projets. Ah ouais. Ouais, c'est très, très, très dur. Et surtout, où en fait, on fait une analyse sur ton comportement, sur ta personne, et on va le rapporter pour essayer de te faire sortir. En fait, moi, ils ont voulu me virer à plusieurs reprises parce que je revenais en retard de 1 ou 2 jours après mes voyages au Maroc pour avoir mes billets un peu moins chers en dehors des vacances scolaires, parce qu'on avait compris que je faisais la prière dans les espaces. Mais du coup, moi, j'étais un peu le porte-parole de ma propre personne, puisque j'étais tout seul, mais en disant, mais Mais aujourd'hui, tu es le porte-parole de toute une génération, oui, de toute une communauté. C'est ça. Et moi, j'aime pas dire communauté, toute une humanité, et ça fait plaisir. Alors moi, j'ai un truc, c'est un jour, je vois, Manu, il va à San Francisco. Ouais. C'est quoi cette histoire? Non, mais Bon, je sais que tu vas un peu partout dans le monde, ouais. mais là, je vois, il y a un truc Manu, Voilà, il y a San un cap. Francisco. Il y a un cap. Qu'est-ce qui se passe? Ouais. Explique-moi rapidement. On arrive à la fin du podcast. Ouais. Je veux que tu m'expliques rapidement comment tu te retrouves à San Francisco. Je me retrouve à San Francisco parce qu'en fait, comme je me retrouve à Marrakech, comme je me suis retrouvé au Congo, comme je me suis retrouvé à Dubaï, je me suis retrouvé à San Francisco. C'est d'ailleurs, on a vraiment lié des liens. C'est à Dubaï qu'on se retrouve. Exactement. Et qu'on voit en fait, on est de la même race, hein, on est du même artiste ouf. Et là, San Francisco alors. Et San Francisco, en fait, moi, je rencontre un gars ici au Maroc qui me propose de participer à un très 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 gros événement. Donc en fait, il fallait rénover entre guillemets une maison immense qui s'appelait le Petit Trianon à San Francisco. Et tous les espaces de la maison ont été pris par un designer qui devait du coup faire l'intérieur de tout l'espace. Donc soit c'était la cuisine, soit c'était une chambre pour enfants, soit c'était un salon, soit c'était une salle de bain. Et du coup, moi, j'ai été appelé pour faire une chaise et un luminaire, un très très grand chandelier. D'accord. On m'a proposé le job ici. Donc moi, je lui ai dit OK. Pas de problème. Bon, il s'avère que le Marocain qui m'a proposé le projet, il a essayé un peu de m'entourlouper. Mais comme on vient du 9-3 et qu'on ne se laisse pas abattre, moi, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris le contact du designer qui était là-bas. J'ai pris mes billets d'avion en cohérence avec l'événement et j'ai pris ma place pour rentrer dans l'événement. D'accord ? D'accord. Donc moi, j'ai fait le chandelier, j'ai fait la chaise. Tout est parti
à San Francisco. Et ensuite, on a essayé un peu de m'évincer. D'accord, donc Donc, ce qui s'est passé, c'est que moi, je suis passé par la fenêtre. Tu vois. Et j'arrive à on San la Francisco. fait pas avec du 9-3. Ah non, je suis arrivé à San Francisco, mais même moi, j'étais émerveillé. Ah ouais. Mais c'était le gratin. La maison, elle s'est vendue à plus de 30 millions de dollars après. Tu vois. Et mon luminaire s'est vendu à 30 000 euros. Ah ouais. Tu vois. Et la chaise, je crois, elle s'est vendue à 12 000 ou un truc comme ça. Parce qu'après, ça allait aux enchères et tout. Ouais. Et on m'a proposé plein de contrats derrière. Il y a eu un article dans AD Italie, tu vois. Et moi, j'étais là, en dessous de mon luminaire, en train de dire, voilà. Et le Marocain qui était venu aussi, et le designer, avait plus de choix que de dire, oui, c'est lui. Ouais, Tu vois. Et on n'a pas pu me retirer la vedette, entre guillemets, sur ce projet-là. Et ça a été, derrière, à chaque fois, une opportunité pour rebondir sur d'autres projets. Et c'est un peu l'histoire. A contrario, je connais ton amour et comment tu mets en avant toutes ces bonnes personnes au Maroc, ces artisans Ouais, vraiment. magnifiques. Ouais, une famille. Ces personnes, tu as une famille aujourd'hui marocaine. Ouais. Tu as ta bande, moi, comme j'appelle ton gang, où je vois vous êtes ensemble. Que ce soit Abdelwahab, c'est ça? Ouais, Abdelwahab. Il y a tout où je kiffe, moi, je kiffe la vibe quand je venais chez toi et tout ça. Et je kiffe comment tu les mets en avant, comme l'amour que tu as pour le Maroc, le Marocain. Et que moi, ce que j'aime, c'est à travers toi ou comme moi j'essaie de faire, c'est de montrer et de casser les stéréotypes qu'il y a sur une population, sur un territoire. Et ça, on peut parler du Maroc, on peut parler du monde entier. Comme on dit, il y a des gens bien et des gens pas bien partout. C'est ça. Quand on donne un nom ou une appartenance, ce n'est pas pour cibler ou quoi. Parce qu'en réalité, le Maroc et les Marocains nous ont portés. C'est un pays formidable. Et aujourd'hui, moi, personnellement, on doit beaucoup. Ouais, on leur doit beaucoup. Moi, je suis reconnaissant et je serai reconnaissant à vie pour tout ce qu'ils nous ont offert, qu'ils nous ont permis de faire et les portes que ça nous a ouvertes. Aujourd'hui, quand je le vois à travers toi, je kiffe. Et on doit être des portes flambeaux aussi, tout à fait. En tant qu'étrangers dans ce magnifique pays, pour montrer la vraie valeur du Maroc et des Marocains. Et je le dis sans prétention et sans aucune pression, et avec le cœur et sincérité. Et je pense qu'on se doit de le faire. Toi, tu le fais magnifiquement à travers tous tes partenariats, tous tes artisans. Je sais que tu as vraiment eu un point d'honneur à ça. Exact. À dire, moi, je veux que ce soit fait au Maroc, je veux que ce soit fait avec mes gars au Maroc, je veux que mes frères marocains mangent, croquent avec moi. Tout à fait. Comme moi, j'essaie de le faire dans toutes les choses, dans toutes les formations, et dans tout on est des haut-parleurs un peu aujourd'hui, on est devenus des haut-parleurs un peu de ces expatriés au Maroc qui mettent en avant le savoir-faire marocain, et je pense que c'est un devoir de le faire. On arrive à la fin du podcast. C'est passé, je crois que c'est le podcast qui est passé le plus rapide, parce que vraiment, je kiffe. Et tu as vu, moi, il y a cette chose aujourd'hui que tu vis. Il y a cette chose, j'espère, Inch'Allah, on vivra encore assez longtemps pour évoluer, parce que qu'on le veuille ou non, on a une mission. C'est de montrer à nos frères, à nos sœurs et à l'humanité qu'on peut partir d'en bas et arriver plus haut que les sommets. Et ce n'est pas qu'une histoire d'argent. Ah oui. C'est pas une histoire parce que beaucoup de gens pensent que la baraka ou bien que la réussite réside dans de l'argent. Et en réalité, quand on travaille ensemble sur des projets, on est vraiment des challengers. On aime faire pour les gens ce qu'ils ont envie et les faire kiffer. Tout à fait. Et moi, je dis toujours de vivre de ce qu'on aime comme on l'aime. Aujourd'hui, c'est pour ça que moi, tu es dans mon podcast, c'est mon petit grain de sel, parce que tu as su le mettre à un moment donné de ta vie pour pouvoir te dire, c'est bon, je vais souffrir, mais à un moment donné, je vais vivre de ce que j'aime. Exact. Et comme je l'aime, avec des gens que j'aime. Et ce qui est le plus incroyable, c'est qu'en fait, tu sais pas, enfin, tu es à la recherche, tu es dans une quête d'un apaisement, d'un bonheur, et au fond, tu le sens, en fait, qu'il est quelque part par là, et tu vas le chercher. Donc, le meilleur conseil, en tout cas, moi, que je peux donner à tous ceux qui sont comme moi... C'est la question de la fin, ça. Ah, d'accord. La question de la fin, commence pas, ça. C'est bientôt, mais c'est la question de la fin, ça, le petit conseil que tu donnerais au Manu qui te regarde aujourd'hui. Okay. En réalité, tu as vu, dans ce que tu disais, tu m'as inspiré une chose, c'est que des fois, il n'y a que nous qui nous comprenons. Tout à fait. Il n'y a que nous qui savons de quoi on est capable. Bien sûr, mis à part Allah Azza wa Jal. Et c'est triste à dire, mais je sais que tu as dû passer par ces moments-là, c'est qu'à un moment donné, il n'y a que nous qui croyons en nous aussi. Ah oui. Parce que même le plus proche, ton frère, ta sœur, ta femme, même tes parents, des fois, ne peuvent pas comprendre. Non.
Et moi, il ne comprenait pas du voilà. tout. Ouais, j'imagine bien. Personne n'a compris. Et des fois, c'est dur. Moi, je le sais parce que des fois, bon, tu es plus jeune que moi. Et moi, quand je vois des fois, je vais parler avec toi, je vais changer. Et j'ai envie de te dire, des fois, tu n'as... J'aime pas dire ce mot-là, mais on n'a pas à se justifier. Moi, ton travail, tu n'as pas à le justifier. Je sais pourquoi je vais appeler Manuel Volmar. Je sais pourquoi aujourd'hui, à contrario, où des fois, tu vas être avec des gens qui vont jouer de cette chose que tu n'as pas forcément 100%. C'est pas que tu n'as pas confiance en toi, mais que tu as peur qu'on ne te comprenne pas. Exact. Alors, tu essaies de te faire comprendre, mais tu essaies de prendre des pincettes pour expliquer à l'autre voilà, je suis un des meilleurs dans mon domaine, ça a un prix. C'est pas tout le monde qui peut travailler avec moi, c'est pas tout le monde qui peut me comprendre. Donc, tu vas essayer de prendre des pincettes. Exact. Je sais que c'est surtout avec les gens de France, surtout, c'est le plus complexe. Ouais. Mais qu'on le veuille ou non, on est lié à notre pays, qui est la France, et où là, on a une grosse partie de notre job. Mais aujourd'hui, c'est dur, parce qu'en France, tu peux pas dire « je suis le meilleur ». Non, Tu peux dire « je suis le meilleur parce que je donne le meilleur de moi-même ». c'est ça. C'est très complexe, contrairement aux États-Unis où « yes, I am the best » et tout le monde va « ah ouais, on aime ça, que tu dises que tu es le meilleur, prouve-le nous maintenant ». En soi, tu vois et malheureusement, même si tu es le meilleur, si tu le dis, eh ben en France, on va chercher tes moindres défauts pour te casser. Maintenant, moi, ce que j'aimerais en tout cas, et là on arrive à la fin, c'est avant toute chose, moi il y a une chose que je kiffe chez toi et que je vais te demander dans ton cœur, d'aller chercher une sincérité, al-ikhlas, et je veux partager avec les gens qui nous regardent, le peu de gens qui nous regardent, hein, même si on est quelques milliers, c'est de chercher pour toi deux versets coraniques que tu aimes, je pense qu'il y en a que tu aimes, qui doivent te réconforter dans des moments, et de me les réciter sincèrement, sans prétention, sans rien. Ça, c'est un petit kiff pour moi, pour le peu de gens qui veulent nous regarder, sans aucune ostentation. Ça, je te demande, parce que nous, on cherche à l'ikhlas, la sincérité pure dans le cœur. Et je te connais que tu es une personne vraiment qui se bat et qui est sincère au naturel, de me dire 2 versets du Coran comme ça en arabe et de partager mon Manuel Volmar au micro de mon petit grain de sel. Bismillah. Bismillah, s'il te plaît. Celle-ci, je m'y attendais pour ton pas. grand frère, s'il te plaît, et pour sincérité pour notre Seigneur. Ok. Ça pourrait être celle autour de la réussite. La Ya course. Bismillah, tfaddal. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. Masha'Allah, An-Nasr, Surat An-Nasr. Et c'est très important. Tu sais, moi, je me bats tous les jours parce qu'en France, il y a un blocage sur notre religion où on a été diabolisé. Et ça n'a rien à voir avec ce que les gens font croire. Et aujourd'hui, quand je vois des magnifiques personnes comme toi, et je me dis, regardez, un artiste, une personne qui a un parcours atypique, qui aujourd'hui a la foi et la croyance pour avancer. Et c'est ça notre force. Et surtout le bon comportement. Tout à l'heure, tu as dit une parole très intéressante de comprendre tout le monde. Peu importe ta religion, peu importe. C'est une grosse force de notre religion. La religion ne s'est pas imposée par la force. Et aujourd'hui, voulant suivre la tradition prophétique et la parole de notre Créateur, Seigneur des mondes au Coran, on peut avoir toutes les portes ouvertes et se faire comprendre de tout le monde. Aujourd'hui, c'est magnifique. Et là, on va arriver à la fin et à cette question. Quel est le conseil que tu donnerais à ce petit Manuel Volmar, aujourd'hui, d'il y a 20 ans, d'il y a 10 ans, qui aurait besoin de conseils? Comment tu te conseillerais toi-même, comme si tu te regardais dans un miroir et que tu replongeais dans le passé? Ça, vraiment, ça m'intéresse. Je pense que c'est un peu le résumé de tout ce qu'on a pu se dire là aujourd'hui, où j'ai l'impression que c'est passé en 5 minutes. C'est vraiment de toujours y croire. Donc, toujours y croire, vraiment, ça c'est... Parce que moi, j'ai eu énormément de phases de remise en question où après un projet, tu te demandes qu'est-ce qui va arriver après. Est-ce que les gens vont continuer à croire en toi ou on va se dire que c'est juste la chance du débutant et que c'est juste arrivé une seule fois? Non, croire en ce qu'on veut être parce que pour moi, je pense que ce qui est important à comprendre, c'est qu'on n'est pas prédestiné à être quelque chose. On peut devenir ce qu'on veut devenir. Et si j'avais le petit Manuel Volmar à l'âge de 20 ans devant moi, je lui dirais
crois-y, va à fond. Et je lui dis encore aujourd'hui, je me le dis encore aujourd'hui. C'est-à-dire que je me sens pas du tout arrivé à aucun moment. C'est toujours des challenges, c'est toujours des remises en question et c'est comme ça qu'à mon avis, on avance. Mais toujours croire en ses rêves, même quand personne croit en toi et garder ses valeurs, vraiment. Parce qu'en fait, c'est quand on se regarde dans le miroir et qu'on laisse de côté la famille, le travail et qu'on n'est que face à soi-même, eh ben, il faut pouvoir se reconnaître et continuer à s'aimer en se regardant. Et je pense que c'est ce qui fait que quand on s'aime soi-même, on va être aimé par l'autre en face, quelle que soit sa religion, quelles que soient ses croyances, quel que soit son style vestimentaire. Enfin, je pense que tout est là. Et ouais, voilà, moi je pense que vraiment, pour tous les jeunes qui sont comme moi ou qui l'ont été à un moment donné, allez-y, croyez en vos rêves, allez à fond et vous ne serez jamais perdant en tout cas, parce que comme ils disent ici au Maroc, il y a un proverbe qui dit dès que tu fais une erreur ou dès qu'il y a quelque chose qui ne se passe pas comme tu le veux ou que tu te fais arnaquer ou autre chose, eh ben, il y a une parole qui dit « Hiya rakhisa bit-ta'lima ». Ça veut dire qu'en fait, c'est peu cher en apprentissage. Tu vois, c'est-à-dire que tu as tellement appris à travers cette épreuve et cette difficulté qu'en fait, indirectement, tu en ressors avec des bénéfices. Et voilà, donc croyez-y, allez-y à fond. Et le Maroc, sincèrement, encore une fois. Hein. وماشاء انت تعرف تهضر بالدارجه. ايه غادي نهضروا شويه لو بيتي. نقولوا شويه على خوتي المغربيين كلهم الله يجازيكم بخير تعلمنا ولينا رجال بسببكم بسبب بلادكم وان شاء الله غادي باقي نعيشوا معكم وغادي نزيدوا القدام معكم مرحبا بكم معنا. Là, j'ai vu Abdel Waheb. Machallah, je te remercie infiniment, mon frérot. C'est moi. C'était vraiment un bon moment. Et nous, on essaye un peu de marquer l'histoire en partageant. Exact. Et surtout, moi, je le dis, c'est vraiment pour les générations, peu importe les classes sociales, peu importe les origines, peu importe d'où ils viennent dans le monde, leur langage ou quoi, d'essayer de partager, ne serait-ce qu'à une personne. Et merci pour ça. Bienveillance. Hein. Parce que Dieu sait à combien de fois tu me l'as demandé, on n'a pas réussi à se retrouver sur les bons créneaux. Maktab, c'était aujourd'hui que ça devait vraiment, être. C'est des beaux moments. Et pourtant, on fait plein de choses ensemble à distance. Mais alhamdoulilah. Et ben, c'est aussi la joie de vivre à Marrakech aussi, de pouvoir se retrouver et de faire les choses. Ben, c'est arrivé à la fin. Donc, c'est le 5e épisode. On est arrivé à la fin de cet épisode. C'était vraiment un moment pour moi très intense, en émotion. Ça m'a fait énormément plaisir de vous présenter Manu. Et je vous dis à la prochaine pour mon petit grain de sel. Donc on s'abonne, on partage. On n'est pas là à faire les youtubeurs ou les je ne sais quoi, juste arriver à un âge où on a envie de partager du bon contenu, des vraies choses, des vraies personnes. Alors, copie-colle ce lien, envoie-le à tes amis, à tes proches. Partage-le pour vraiment partager cet amour pour notre passion, notre métier et surtout l'amour du vivre ensemble et de penser à l'avenir. Mon petit grain de sel, vous mettez un pouce, vous mettez un commentaire. Merci à vous si vous êtes arrivés jusqu'à la fin de cet épisode. Et au prochain épisode. Merci à vous.